Bonjour à toutes et tous, bienvenue dans les coulisses du Grand Lyon. Mon invité du jour est le maire de Lyon, Grégory Doucet. Bonjour. Bonjour. Alors, nous vous recevons pour que vous fassiez vos vœux aux Lyonnais, mais avant, on va parler de la situation épidémique. Vous avez souhaité que nous conservions les masques pour cette émission. C'est vrai que l'épidémie bat des records dans l'agglomération. De votre poste d'observation à la tête des écoles, aussi à la présidence des HCL, qu'est-ce qu'on peut dire sur cette épidémie? Est-ce que vous confirmez que le problème aujourd'hui, ce sont les non-vaccinés? Alors, j'en profite, déjà bonjour, et j'en profite pour vous adresser tous mes vœux de bonne santé, puisque en cette période de circulation très active du virus, et donc avec cette cinquième vague que l'on vit actuellement, je crois que c'est la priorité que l'on peut se souhaiter pour cette année 2022. Alors, du haut des fonctions que vous avez rappelées que je tiens, ce que je peux vous dire, c'est qu'effectivement, on n'a jamais connu une telle circulation du virus, puisqu'on en est sur des taux d'incidence, ne serait-ce qu'au niveau de la région, qui sont de 1900 personnes, 1900 personnes positives pour 100 000 habitants. C'est un taux d'incidence vraiment très, très, très important. Ça veut dire que près de 2% de la population de la région est malade et positive chaque jour. En ce moment, c'est ça qu'il faut avoir en tête. Le virus circule énormément et très facilement. Ce qui nous amène à rappeler, encore une fois, la nécessité d'appliquer les gestes barrières strictement. C'est pour ça, et je vous en remercie, que je préfère effectivement, puisque nous avons certains de vos collaborateurs derrière la caméra, je préfère qu'on porte le masque dans la situation dans laquelle on est. Ce qu'on observe aujourd'hui, c'est que grâce à la vaccination, qui apporte une immunité et surtout qui évite les formes graves, vous le savez, les formes graves de la maladie, on a aujourd'hui un nombre de personnes en réanimation dans les hôpitaux qui est certes important, mais qui représente globalement la moitié des lits de réanimation. Donc on n'en est pas aux situations qu'on a pu connaître par le passé, lors de vagues précédentes. Ce qui est à noter, et ça c'est nouveau, avec cette vague, c'est que le nombre de personnes hospitalisées, pas nécessairement pour des formes très graves, mais qui ont besoin d'une surveillance importante, donc qui restent à l'hôpital, augmente. On a moins de cas graves, mais on a un nombre plus important de cas qu'on pourrait qualifier de sérieux, qui exigent une surveillance. Ce qui veut dire que l'hôpital doit encore une fois s'adapter. Pas simplement cette fois-ci en créant de nouveaux lits de réanimation, mais en élargissant au contraire ces lits d'hospitalisation qu'on pourrait qualifier de surveillance. Voilà. C'est la preuve encore une fois que notre hôpital public est d'une capacité incroyable d'agilité. Voilà. Et il faut encore une fois remercier les soignants, qu'ils soient bien évidemment directement en contact des malades, mais aussi celles et ceux qui organisent tout ça, parce qu'il y a un boulot extraordinaire qui est fait pour faire en sorte qu'on puisse traiter, qu'on puisse absorber ces différents flux de malades. Et encore une fois, merci. Et heureusement qu'on a en France un hôpital public de très très grande qualité. Mais vu l'épidémie, est-ce que c'est responsable de garder les écoles ouvertes, les cantines ouvertes, et puis au-delà, même si ce n'est pas votre compétence, les bars, les restaurants? Écoutez, je crois que, et pour le coup, je partage l'avis du président de la République sur ce point, on a besoin d'apprendre aussi à vivre avec le virus. On ne peut pas sans cesse tout arrêter. Et je crois que le choix qui a été fait de maintenir les écoles ouvertes autant que possible est un bon choix. On a vu avec le premier confinement les ravages en termes de santé mentale, de l'isolement, de l'arrêt de toute activité, et en particulier de la fermeture des écoles. Donc voilà, les écoles, c'est l'un des lieux que l'on doit le plus protéger, sanctuariser. Donc on doit tout faire pour permettre à nos enfants de continuer à apprendre, et notamment à apprendre à vivre en collectivité. C'est fondamental. Donc on fait des efforts, et je peux vous dire qu'à la ville, on fait des efforts quotidiennement. On prend chaque situation, on traite chaque situation au cas par cas pour voir voilà, ce qui peut être fait. Vous savez, on est touché. Les agents de la ville de Lyon, comme toute la population, est concernée par ce taux d'incidence que je rappelais tout à l'heure. Donc on a aussi beaucoup de gens beaucoup d'agents qui sont malades, qui sont positifs, qui doivent s'isoler. Donc on remplace. Est-ce que vous partagez le diagnostic du président de la République, qui est de dire que le problème aujourd'hui, ce sont les non-vaccinés, et sa solution, qui est de, comme on l'a entendu toute cette semaine, d'emmerder les non-vaccinés pour les amener à se faire vacciner? Je ne partage pas pour le coup l'approche punitive qui a été choisie par le gouvernement. Je pense que, et ce projet de loi sur le pass vaccinal auquel vous faites référence,
pour moi, n'est pas du tout équilibré. D'ailleurs, il y a une étude qui vient de sortir de l'INSERM qui parle, qui a travaillé sur les raisons pour lesquelles les gens ne sont pas vaccinés. Il y a certes des personnes qui ne souhaitent pas être vaccinées, qui ont leurs raisons, voilà. Mais on a aussi des gens qui restent éloignés des dispositifs, auxquels les dispositifs ne parlent pas. On a besoin de multiplier les moyens d'aller vers certaines populations qui, aujourd'hui, sont éloignées des dispositifs de vaccination. Il faut continuer à inventer. J'ai pu le dire en son temps au Premier ministre quand il était venu nous rendre visite, et notamment à l'hôpital de la Croix-Rousse. Je lui dis, il faut multiplier ces dispositifs. C'est ce que fait la ville de Lyon. Là, en fin de mois de janvier, on mène une nouvelle opération avec de la vaccination qui sera proposée dans le quartier de la Duchère, parce qu'on sait qu'il faut amener la vaccination si on veut qu'elle puisse progresser. Donc, disons que je partage bien évidemment l'ambition de développer l'accès à la vaccination et de faire en sorte que plus de gens soient vaccinés. Par contre, sur les moyens, je suis en complète opposition avec le président de la République. Je pense que ce n'est pas le bon moyen. D'ailleurs, vous savez, le directeur général de l'OMS, le Dr Tedros, l'a encore rappelé très récemment. Il faut convaincre plutôt que contraindre. C'est ses mots. Et je partage complètement son approche. Bon, en tant que directeur général de l'OMS, je pense que sa parole devrait porter, malheureusement en tout cas, auprès du président de la République, ce n'est pas le cas. Alors, projetons un peu, nous, sur cette année 2022, au-delà de la question du Covid. Quel est votre souhait pour les Lyonnais en cette année ? Peut-être que ce soit l'année des piétons, si on suit vos interviews ces dernières semaines. Tout d'abord, on l'a un peu déjà évoqué en ce début de rencontre, d'interview. D'abord, ce qu'on peut souhaiter aux Lyonnaises et aux Lyonnais, et plus généralement aux Françaises et aux Français, c'est de retrouver la santé et l'opportunité de partager des activités ensemble, de pouvoir librement, de nouveau, aller au théâtre, au cinéma, dans les bars, les restaurants, et aussi de pouvoir partager des moments avec ses proches, avec sa famille, puisque du fait de l'imposition de l'isolement, qui est nécessaire, on le sait, mais beaucoup de gens ont pu, à l'occasion des fêtes de fin d'année, ou n'ont pas pu, à l'occasion des fêtes de fin d'année, se retrouver, se réunir. Voilà. Donc on a besoin aussi, et c'est ce que je nous souhaite à toutes et à tous, de retrouver ces possibilités de vivre ensemble, d'avoir ces moments de chaleur, de fraternité, de solidarité, tout simplement aussi d'amitié. Ça, c'est très important. Donc voilà ce que je nous souhaite pour 2022. On sait que ce sera une année importante sur la question des mobilités, avec dès le mois de mars l'extension de la zone 30 à l'ensemble de la ville de Lyon, l'ouverture d'une nouvelle, de la réhabilitation, l'agrandissement de la piste cyclable, on va dire, sur les berges du Rhône, la concertation sur l'aménagement de la rive droite du Rhône, et surtout l'ouverture de la concertation sur la piétonisation. Vous savez tout. Une question, on sait que c'était une promesse forte de campagne, cette piétonisation. Pourquoi est-ce si long ? Ça paraît relativement simple, vous avez été élu pour le faire. Vous annoncez encore une année de concertation, puis les travaux peut-être en 2023, voire 2024. Pourquoi est-ce si long de lutter contre les voitures ? Est-ce que ce n'est pas dommage de ne pas profiter de l'épidémie, que les gens aient pris d'autres habitudes ? Là, finalement, on va laisser les Lyonnais reprendre leur voiture pendant un an avant de repiétoniser derrière. Alors, mon objectif, et pour reprendre vos termes, n'est pas de lutter contre les voitures. Voilà. Mon objectif, c'est de faire en sorte que, effectivement, les piétons, vous l'avez évoqué, puissent se déplacer dans la ville de manière confortable, sécurisée. C'est ce que nous avons commencé à faire depuis le début de la mandature, en priorisant les abords des écoles. Parce que, il me semble, en ayant déjà annoncé à plusieurs reprises que je voulais faire de Lyon la ville des enfants, qu'il fallait effectivement commencer par les lieux les plus fréquentés par les enfants, à savoir l'école. Voilà. Donc 46 établissements scolaires aujourd'hui ont déjà vu leurs abords apaisés, piétonnisés pour un certain nombre d'entre elles. C'est 20% des enfants lyonnais qui aujourd'hui peuvent aller à l'école à pied, plus en sécurité. Pour moi, c'est fondamental. C'est effectivement d'abord par ce chantier-là que nous avons commencé. Il va continuer à se déployer, bien évidemment, sur l'année 2022 et au-delà. Ce sont plusieurs dizaines d'écoles, encore cette année, en 2022, qui vont être concernées par ces chantiers. C'est la première des priorités. Pour les grands chantiers d'aménagement qui vont permettre, effectivement, d'avoir des espaces piétons bien plus larges. Vous avez évoqué la rive droite du Rhône, vous avez aussi évoqué la presqu'île. Pour ces grands chantiers, moi, j'assume de prendre le temps de l'écoute et de la concertation. Certes,
nous avons été élus, j'ai été élu pour faire avancer le sujet. Mais je ne vais pas avancer seul. C'est important d'écouter les usagers, les habitantes et les habitants, les commerçants, les commerçantes, tous les gens qui utilisent, qui vivent sur ces territoires que l'on va transformer. On a besoin de les écouter. Vous savez, la concertation qui a commencé sur la rive droite, on voit bien, elle passionne. Beaucoup de gens ont apporté énormément d'idées. Il y a des contributions extrêmement intéressantes. Certains voudraient y développer des espaces pour faire du sport, d'autres des aires pour les enfants, d'autres encore voudraient végétaliser massivement. Donc on va écouter tout ça. En tout cas, ce qui est certain, c'est qu'il y a une vraie soif, un vrai appétit des Lyonnaises et des Lyonnais pour retrouver un espace public apaisé sur lequel on peut se déplacer facilement quand on est un piéton. Eh bien, c'est ce que nous sommes en train de faire, pas à pas. Sur certains exemples, enfin sur certains territoires, on peut aller assez vite. Quand je vous parlais des abords des écoles, on peut aller assez vite parce qu'on est sur des petites portions de territoire. Sur des plus grands espaces, on prend le temps de l'écoute, de la concertation, c'est bien normal. Mais est-ce que c'est une vraie concertation dans la mesure où vous savez déjà que vous allez piétoniser l'essentiel de la presqu'île? Oui, mais la question c'est aussi comment, sur quel espace, quelle place on va laisser aussi pour les modes actifs, pour les vélos, les trottinettes, puis quelles activités on va y mettre. Je vous disais, il y a des gens qui ont envie de pouvoir davantage y faire du sport, d'autres qui aimeraient faire de la rive droite un lieu de culture où s'exposeraient des œuvres. Voilà, tout ça, il faut l'entendre. Et on ne fait pas les choses tout seul dans notre coin, mais on veut transformer cette ville avec les Lyonnaises, avec les Lyonnais, pour eux, avec eux. Ça, c'est très important. Vous avez beaucoup parlé de l'apaisement. Ce n'est pas forcément le ressenti des habitants. L'arrivée des vélos, on avait dit les trottinettes un peu électriques avant, crée aussi des nouveaux dangers pour les habitants. Je ne sais pas si en tant que président des HCL, vous avez une vision de l'accidentologie, si elle a évolué depuis ces nouveaux déplacements. Alors, puisque vous parlez de l'accidentologie et des différents sujets, et vous avez évoqué tout à l'heure le passage de la ville en ville 30. Voilà. Les 30 km/h, qui deviendront la règle à partir du 30 mars sur toute la ville, modulo quelques grandes avenues, je pense au tunnel de la Croix-Rousse, je pense au quai, je pense au cours Gambetta, l'avenue Berthelot, bon, voilà, qui resteront à 50 km/h, mais sinon, la norme sera de circuler à 30 km/h. Là où les gens roulent déjà à 17 km/h, je crois, en moyenne. Voilà. Son objectif de cette mesure, c'est de réduire l'accidentologie dans toutes les villes, en France ou en Europe, où cette mesure a déjà été appliquée pour certaines villes depuis plusieurs années. On constate une baisse de l'accidentologie de 30 à 40%. C'est pas rien. Ce sont des vies sauvées. Ce sont des morts et des blessés en moins. Donc oui, ça vaut la peine et c'est ça mon objectif. Pour ce qui est des modes actifs que vous avez évoqués, prenons d'abord le sujet des trottinettes. Vous savez, on a créé plus de 2000 places de stationnement pour les trottinettes. On travaille quotidiennement avec les 2 opérateurs aujourd'hui de trottinettes sur Lyon. On a d'ailleurs, je vous le rappelle, réduit le nombre de trottinettes de ces opérateurs qui étaient en circulation. Avant, il y en avait 6000, il n'y en a plus que 4000 aujourd'hui. Donc on a fait en sorte de contenir le phénomène et surtout, en créant des espaces de stationnement, d'éviter qu'il y en ait partout et n'importe où sur les trottoirs. Vous savez à quel point c'était problématique il y a encore quelques mois. Je ne dis pas que tout a disparu, mais le phénomène s'est énormément réduit. Donc oui, on fait en sorte aussi de traiter cette question-là de manière très précise. Sur la question de la cohabitation entre piétons, voitures, vélos, bon, si on crée davantage de pistes cyclables, c'est justement pour séparer les flux et sécuriser les flux, faire en sorte qu'il y ait moins de conflits d'usage. Donc les voies lyonnaises, la première voie lyonnaise qui va traverser la ville, qui est celle que vous évoquiez tout à l'heure, c'est-à-dire... Ça permet aussi au vélo d'aller plus vite et donc peut-être d'être plus dangereux. Non, ça va permettre au vélo de circuler plus facilement, plus vite. Vous savez, on peut déjà circuler vite sur la piste cyclable existante. On va apporter du confort aux cyclistes, mais bien évidemment, ça veut pas dire que les cyclistes auront le droit de faire n'importe quoi sur les voies cyclables. Ce n'est pas du tout l'objet. Justement, en créant des voies de circulation dédiées au vélo, on veut encore une fois séparer les flux et apporter de la sécurité pour tout le monde. Bien évidemment, quand on crée des pistes cyclables, on réduit la voirie, l'espace public qui est dédié aux voitures. Oui. Donc, ça va petit à petit amener aussi de la contrainte pour les automobilistes. Mais ce rééquilibrage pour les piétons,
pour les modes actifs et aussi pour les transports en commun, parce que vous ne m'avez pas interrogé aussi sur le sujet, mais c'est un point important. Je vous rappelle quand même que sur la mandature, là, avec la métropole et le Citral, hein, on travaille au déploiement de 25 km de tramway supplémentaires sur l'agglomération. Alors, juste avant d'arriver sur les transports en commun, un dernier mot sur la rive droite du Rhône. Donc c'est devant l'Hôtel-Dieu notamment, enfin, toute cette autoroute urbaine, on sait qu'il y a jusqu'à 8 à 9 voies. Jusqu'où vous êtes prêt à aller? On a entendu que le président de la métropole disait il y aura toujours au moins 2 fois 2 voies. On a l'impression que vous seriez prêt à aller plus loin et que sur certains espaces, il n'y ait plus qu'une seule voie de circulation? Je ne sais pas d'où vous tirez cette impression. En tout cas, moi, je ne me suis pas exprimé sur le sujet parce que je laisse avant tout, la concertation se déployer, se réaliser, et en fonction de ces résultats... Dans l'entretien à Nouveau-Lyon, vous évoquez la possibilité d'aller au-delà de ces 2 fois 2 voies. Pour moi, tout est ouvert. Quand on lance une concertation, on joue le jeu de la concertation jusqu'au bout. Sinon, ça ne sert à rien de le faire. Si c'est pour simplement amuser la galerie, autant pas en faire, on économisera de l'argent public. Hein. Non, on fait une concertation parce qu'on veut véritablement donner la parole et du pouvoir d'agir aux Lyonnaises et aux Lyonnais. Moi, je joue le jeu jusqu'au bout. Donc aujourd'hui, je veux vous le dire, mon avis n'est pas du tout fait. Donc, mais l'idée, c'est que les voies de circulation soient côté bâtiment et que qu'on réserve. Alors, bien évidemment, mais là pour des raisons d'accessibilité, parce que devant les bâtiments, vous avez des habitations, vous avez des commerçants. Donc il faut que notamment les personnes à mobilité réduite qui ont besoin d'un véhicule pour se rendre chez elles ou pour aller chez un commerçant puissent le faire. Donc forcément, le stationnement et la circulation sera côté des bâtiments. Et est-ce qu'on pourra avoir un tramway sur ces berges? Ça fait partie des options. Vous le savez, on l'a évoqué notamment à l'époque de la campagne électorale. Aujourd'hui, ça a été rappelé par le président de la métropole, enfin par le président du Citral, avec la baisse de fréquentation des transports en commun, pour le moment, le projet n'est plus en haut de la pile. Et puis, il y a d'autres sujets en matière de développement des transports en commun qui sont, eux, prioritaires. Vous avez les 25 km de tramway que j'évoquais tout à l'heure. Vous avez aussi l'allongement de la taille des rames de tramway, ce qui va permettre de transporter davantage de voyageurs. Vous avez aussi l'automatisation des métros qui va aussi permettre d'accroître les cadences et donc de transporter plus de voyageurs. Donc vous avez d'autres moyens de faire en sorte qu'on ait des transports en commun lyonnais et métropolitains qui soient plus fiables, qui soient plus confortables, plus rapides. Ça, c'est très important pour donner envie à des gens de prendre des transports en commun, proposer des alternatives aux déplacements en voiture. Parce que si on veut faire en sorte, et c'est notre objectif aussi, que les gens aillent vers des modes de déplacement qui soient plus vertueux pour la planète, puisque je vous rappelle quand même qu'on est en situation d'urgence climatique, et que notre priorité à toutes et à tous doit être de réduire nos émissions de CO2, nos émissions de dioxyde de carbone. Et donc, sachant que les mobilités en voiture sont parmi les plus émettrices de dioxyde de carbone, on doit bien évidemment réduire la circulation automobile. C'est l'un des objectifs. Et par ailleurs, la pollution atmosphérique liée à la circulation automobile, c'est 60 000 morts par an en France. Donc, il y a aussi un enjeu de santé publique. Donc, on est en train de travailler à des alternatives, la marche, les modes actifs, les transports en commun. On développe ça petit à petit, de manière à ce que les gens puissent, notamment pour les trajets les plus courts, parce qu'il y a encore un tiers des déplacements qui font moins de 3 km, qui sont réalisés en voiture sur la ville de Lyon. Voilà. C'est en priorité à ces automobilistes-là que je m'adresse. Alors on sait que 2022 sera aussi l'année d'un choix en matière de métro. Ce qu'on comprend, même si vous n'avez pas clairement dit votre préférence, c'est qu'il y a un retour en force de la ligne E du métro, celle qui avait été voulue par Gérard Collomb. Si finalement c'est elle qui est retenue, est-ce que ça n'aura pas été une perte de temps dommageable, cette nouvelle concertation, pour finalement choisir le métro qui était déjà dans les tuyaux? Non, parce que je crois qu'on ne perd jamais de temps à écouter la population, à entendre les propositions, à entendre les avis. Il y avait déjà eu une concertation sous le précédent mandat. C'est même intrinsèque à la démocratie. Oui, mais la concertation précédente, elle portait sur un choix uniquement. Là, ce qui a été mis en concertation, c'est plusieurs options. Donc il y a une liberté de choix. Et en parallèle, il y a des études qui ont été faites. Alors, sur la question des métros, enfin des lignes de métro, en particulier
vers l'ouest ou vers le nord, qui sont les deux lignes qui sont assurément aujourd'hui les plus pertinentes. Le prolongement jusqu'à Tassin, la ligne E jusqu'à Tassin, et puis vers le nord, ce serait vers Rieux. Vers Rieux, exactement. Voilà. Parce qu'on sait que ce sont deux bassins de population qui sont aujourd'hui peu ou mal raccordés à Lyon et aux autres communes de la métropole, et qui sont en plus des bassins de population qui ont vocation à voir leur population s'accroître. Donc on sait qu'on a des besoins de mobilité qui sont très importants. En plus, on est sur des territoires qui sont mal connectés aujourd'hui. Voilà. Mais c'est un premier constat. Vous ne mettez pas la Duchère en priorité, parce que ça faisait partie des projets en tant que maire de Lyon. Oui, mais quand on regarde le nombre de personnes qu'il y a à transporter, et c'est ça qui est important, eh bien, on constate que c'est le bassin de l'Ouest lyonnais et autour de Rieux qui a le plus de personnes à transporter. Donc quand on est un élu, on doit prioriser, on doit faire des choix. Choisir, c'est renoncer, vous savez, et on oriente nos choix sur ce qui est le plus pertinent au regard de l'action qu'on doit mener. Quand on parle de mobilité, on regarde notamment le nombre de personnes. Et ce qui est très important dans la situation actuelle, c'est de regarder le potentiel de report de la voiture vers le transport en commun. Et donc c'est sur l'ouest et c'est sur le nord qu'on a ces potentiels les plus importants. Voilà. Maintenant, sur la question des métros, ce qu'il faut aussi regarder, c'est dans quelle mesure on arrive à répondre dans un délai raisonnable aux problématiques. Parce que certes, l'exécutif, mon prédécesseur, parle beaucoup du métro hub. Enfin bon, il ne l'a pas lancé, je vous le rappelle. Il n'y a aucun projet de métro qui a été lancé sur les 3 mandats de Gérard Collomb. Bon. Donc là, tout le monde parle du métro, très bien, mais il faut 12 à 15 ans pour réaliser un métro, pour qu'il puisse être en fonction. Donc est-ce que le métro tel qu'il a été pensé il y a quelques années est la bonne réponse à des problématiques actuelles de mobilité? Voilà. Ça reste un petit peu à creuser, et moi je crois qu'il faut qu'on puisse apporter des réponses de plus court terme, de plus moyen terme, je dirais, aux questions de mobilité des Lyonnaises, des Lyonnais, certes, mais aussi des habitants de la métropole de Lyon. Alors, ce qui pourrait se faire à court terme assez facilement, ce sont des téléphériques, parce que là, c'est des investissements qui sont plus légers et surtout plus rapides. On a le sentiment, par contre, que vous allez renoncer au téléphérique qui est annoncé vers Francheville. Ce serait une surprise, finalement, de le voir maintenu aujourd'hui. Est-ce que ce n'est pas un outil qui serait gâché si c'était le cas ? Je laisse, moi, le processus de concertation aller à son terme. Je me suis déjà exprimé sur le sujet en disant que je trouve que la solution, techniquement, est intéressante. Après, le diable étant dans les détails, il faut regarder aussi comment elle peut se déployer, et notamment l'accroche, là où se situeraient finalement les pylônes qui permettent l'établissement de ce transport par câble. Vous les aimeriez à Gerland, vous, plutôt qu'à Perrache? Oui, plutôt. Je trouve que ça a effectivement plus de sens, mais ça, c'est sur le tracé global. Après, vraiment, il faut regarder les choses dans le détail pour savoir ce qui est possible. Mais dans une ville comme Lyon, j'irais même à l'échelle de la métropole, considérant qu'on a 2 cours d'eau, considérant qu'on a des reliefs importants, avec 3 collines, ne serait-ce que sur Lyon, le transport par câble, sur le papier, paraît être une solution tout à fait intéressante pour pouvoir justement réaliser du franchissement de ces différents obstacles naturels. Donc voilà, c'est pour ça que dès le début, je me suis intéressé avec beaucoup de bienveillance à la proposition qui était faite par la métropole et le Citral. Donc ce serait un regret si c'était abandonné? Si c'est abandonné pour de bonnes raisons, non, il n'y aura pas de regret. Je vous le disais tout à l'heure, vous savez, choisir, c'est aussi renoncer. Mais on ne renonce pas forcément en sortant son mouchoir. On peut être aussi très satisfait parfois de renoncer parce qu'on se dit, bah oui, on ne va pas choisir une option ou un moyen, une solution qui n'est pas la bonne. Dernier point sur les mobilités. Vous avez dit un mot rapidement des fleuves. On sait que vous voulez faire des choses là-dessus. D'ailleurs, 2022 sera l'année de la première fête de l'eau. Festival de nos cours d'eau, effectivement, de la Saône, du Rhône, festival de l'eau, oui, tout à fait. Premier week-end de juillet. Quelle participation des Lyonnais vous espérez? C'est un nouveau temps festif dans notre calendrier annuel des fêtes. Et donc, écoutez, j'espère que tout le monde aura à cœur de participer à ce festival. On y prévoit à la fois des activités aquatiques, nautiques, des joutes, du kayak, de la plongée, mais on y prévoit aussi l'organisation d'un grand carnaval
au cours duquel nous allons réhabiliter ou faire sortir du Rhône cette figure légendaire qu'est la mâche-croûte, cet animal légendaire, vous savez, qui dort sous le pont de la Guillotière et qui est responsable des crues du Rhône. Voilà. Et puis, ça sera aussi l'occasion, au travers de cycles de conférences, de parler des écosystèmes fluviaux, de parler de la ressource en eau, de la biodiversité. Donc, on travaille aussi bien avec les Voies navigables de France, avec la CNR, avec l'UNICEF. On a tout un tas de partenaires déjà très engagés à nos côtés pour préparer ce festival. Puis j'espère aussi qu'on pourra laisser une grande place à la musique avec des concerts qui pourront avoir lieu en plein air. On y travaille actuellement, bien évidemment en considérant aussi toutes les contraintes qu'on a à la fois du fait de la crise sanitaire, mais aussi du fait du plan Vigipirate pour organiser des activités en plein air. Allez, on a largement débordé, mais je voudrais un dernier mot sur la politique nationale. Oui. Il y a une grève de la faim qui a démarré, de militants de gauche qui appellent à l'union. Est-ce que vous pensez que cette primaire populaire peut être la solution pour faire émerger un candidat susceptible d'arriver au deuxième tour à gauche ou aux côtés des écologistes? Alors, puisque vous m'interrogez sur l'élection présidentielle, d'abord vous dire une chose, c'est que sur la question, on va dire, de l'union entre les écologistes et les différents partis de gauche, que ce soit ici à Lyon, mais aussi à Strasbourg, à Bordeaux, ou même à Nantes, à Paris, le constat qu'on fait, c'est que les écologistes et les différents partis de gauche savent travailler ensemble, savent mener des majorités, des exécutifs ensemble. C'est plutôt rassurant, ça montre que c'est possible. Ensuite, en ce qui concerne la question de la primaire, simplement vous rappeler que Yannick Jadot, il est issu d'une primaire, d'un processus démocratique, qui a en plus permis à un nombre très important de personnes de voter. Il n'y a pas que des militants ELV ou des militants Génération écologique qui ont voté pour cette primaire. Si aujourd'hui il était à 10 ou 12% dans les sondages, la question ne se poserait pas. Moi, je vous parle d'un processus démocratique. On nous parle primaire et la réponse que je vous fais, c'est Yannick Jadot a une légitimité démocratique qui n'est pas discutable. Ce n'est pas le cas des autres candidats déclarés ou plus ou moins déclarés, qui sont les candidats d'un parti. Yannick Jadot, ce n'est pas le candidat d'un parti. C'est le candidat d'une primaire qui est issu d'une primaire. Et donc, il a une légitimité démocratique. Il y aura donc un bulletin Yannick Jadot aux prochaines présidentielles. Moi, je le souhaite et ce sera mon candidat. Maintenant, est-ce qu'on peut travailler à une union? Oui, on peut travailler à une union, c'est possible. Mais pour travailler à une union, il faut travailler sur les sujets de fond, pour savoir si on peut établir une plateforme politique. Je pense que c'est possible. Pour autant, aujourd'hui, vous savez, quand vous écoutez les différents candidats, notamment à gauche, il n'y a pas uniformité dans les avis sur les différents sujets. Sur la question énergétique, qui est une question fondamentale, moi j'entends le candidat du Parti communiste dire il faut construire des centrales nucléaires, et le candidat de la France insoumise dire il ne faut pas en construire. Ce n'est pas n'importe quel sujet, la question énergétique. C'est un sujet majeur. C'est un sujet qui va engager le pays pour des dizaines d'années. Donc faire le choix de construire ou pas des centrales nucléaires, c'est une vraie question. Yannick Jadot, il a été extrêmement clair sur le sujet. Sur l'agriculture, sur l'Europe, la relation à l'Europe, qui est fondamentale, de la même façon. Tout le monde n'a pas le même avis. La posture et le point de vue de Yannick Jadot sur le sujet, il est extrêmement clair. Yannick Jadot, il est député européen, il est engagé dans des combats à l'échelle européenne pour une Europe plus démocratique, pour un poids plus important pour le Parlement. Yannick Jadot, il a démontré que c'était un Européen convaincu. Voilà, donc là-dessus, là aussi, lui, il est extrêmement clair. Yannick sort tous les jours une mesure, voilà, qui est accessible sur les réseaux sociaux. Donc on sait très très bien où il va. Les écologistes mettent très clairement les choses sur la table. Donc voilà, avancer sur un nouveau processus de primaire, je ne sais pas quoi, on est en train de faire de la cuisine politique. C'est plus l'heure de la cuisine politique. Hein, l'urgence climatique appelle à un petit peu de sérieux. Et je dirais... Vous appelez les autres candidats à se retirer? Mais celles et ceux qui ont décidé de faire une grève de la faim là, pour appeler à l'union, c'est pas le sujet. On ne fait pas une grève de la faim pour inciter des gens à faire de la cuisine politique. Ça n'a pas de sens. Aujourd'hui, effectivement, l'urgence climatique est là. On a un candidat qui est engagé sur la question du climat depuis plusieurs décennies. Yannick Jadot, il n'a rien à démontrer sur le sujet. C'est le candidat de l'écologie, c'est le candidat du climat, Yannick Jadot. Donc si on a conscience aujourd'hui de l'urgence climatique, il n'y a qu'un bulletin qui compte, c'est celui de Yannick Jadot. Grégory Doucet, je vous remercie. Et puis moi, je vous dis à la semaine prochaine pour une nouvelle émission des Coulisses du Grand Lyon. Merci.